S'il y a bien un truc que j'ai reproché à Forbidden Lands et en particulier à la campagne Le Châtiment du Corbeau, c'est le gros travail de création d'univers que le meneur ou la meneuse était obligé de faire pour rendre le Corvan à la fois vivant et cohérent. Si on regarde la map, le Corvan fait 41 hexagones de large et 25 de haut. Et même s'il y a pas mal de montagnes, on a quand même une carte avec un millier d'hexagones qui sont tous potentiellement visitables. Et le livre du meneur ne contient que 3 sites d'aventure et la campagne elle-même uniquement 12, dont certains qui se retrouvent au même endroit. Et c'est trop peu pour la taille de la carte, et les rencontres aléatoires du livre du maître, bien que très inspirantes pour la plupart, ne suffisent pas à remplir la carte, bien qu'encore une fois, cela ne demande un travail conséquent pour le MJ. Du coup, après 2 campagnes de Forbidden Lands inachevées, mon intérêt s'était donc porté sur Dragonbane, mais j'avais toujours ce goût de reviens-y pour Forbidden Lands. Et quand Arcane a localisé les 2 suppléments de sites d'aventure qui, comme je le disais, palliaient à ce qui est pour moi le plus gros défaut de la campagne, bah je me suis dit pourquoi pas. Mais on va voir que c'est quand même très loin de mes attentes. Générique. Donc nous voilà avec ces 2 recueils de sites d'aventure, la crypte du mage mélifié et la flèche de Quetzal, qui comprennent chacun 4 sites d'aventure et reprennent le nom des premiers de chaque recueil. Alors dans Forbidden Lands, pour ceux qui découvrent, on n'a pas vraiment de scénario à proprement parler, en tout cas dans la gamme officielle, mais plutôt des sites d'aventure dans lesquels on va décrire entre autres les lieux et les points d'intérêt, les PNJ principaux avec leurs aspirations, et des événements qui pourront se produire à l'intérieur du site d'aventure. Et avec tout ça, on va pouvoir se dessiner une trame de fond qui peut permettre du coup de d'écrire des scénarios par rapport à ça. La plupart du temps, c'est très bien fait, très suffisant, et donc ici on reste sur cette façon de faire. Et dans ce jeu, les sites d'aventure sont divisés en 3 catégories, on va voir les villages, les donjons et les châteaux. Et du coup, là va y avoir le premier écueil pour moi par rapport à ces bouquins, c'est que sur les 8 sites qu'on a là-dedans, on va avoir seulement 2 villages, dont un qui pour moi n'est pas exploitable mais j'y reviendrai, 5 donjons, et un site qui est censé être un château, la flèche de Quetzal, mais justement c'est juste un autre donjon. On va d'ailleurs détailler celui-là juste après, parce que c'est pour moi la quintessence de tout ce qui ne va pas dans ces 2 suppléments. Donc voilà, on se retrouve avec 2 recueils de donjons, et ben c'est dommage. Je comprends pas pourquoi Arcane a choisi de localiser ça en premier, alors qu'en VO on a 2 autres campagnes qui ont l'air intéressantes de ce que j'ai vu, et aussi un bestiaire. Ces 3 bouquins pour moi sont bien plus intéressants que ça. Après bon, c'est peut-être des histoires de planning, de droit, j'en sais rien. Mais surtout ce que je comprends pas, c'est comment Free League a validé ça. Alors pourquoi je dis ça? C'est précisé dans les ouvrages, chaque site d'aventure a été écrit par un auteur différent. Auteurs qui ont l'air d'avoir pas mal de bagages dans l'écriture, ça se voit, surtout qu'ils ont réussi quand même à reprendre la structure des sites d'aventure qu'on retrouve dans le reste de la gamme. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas joué à Forbidden Lands, et ça se voit aussi. Ils ont dû penser que c'était un énième jeu Medfan, et c'est regrettable, pas que Forbidden Lands soit au-dessus de tous les autres, juste qu'il a une proposition particulière qui n'est pas la même que de beaucoup de gammes qu'on peut retrouver sur le marché. On va commencer par le temple du seigneur à 6 membres, qui est là-dedans, et qui est le village que je qualifiais d'inutilisable. Pourquoi inutilisable? Parce qu'en fait, il va introduire les singes, qui sont un nouveau peuple intelligent. Peuple dont on n'a jamais entendu parler avant, que ce soit dans le background ou quoi, il sort de nulle part. Mais bon, on nous donne quand même un conseil, celui de les intégrer dans les villes et les villages principaux. Ok, merci, mais si j'ai déjà bien avancé dans ma campagne, c'est juste impossible à les intégrer sans trouver une raison alambiquée. Et même si je le fais, je devrais leur trouver un historique à ces trucs. Parce que toutes les races actuelles, tous les peuples actuels ont un background, ont une description dans le lore. Les singes, est-ce qu'en plus du travail de création d'univers, j'ai aussi envie d'inventer des nouveaux peuples là-dedans? Je crois pas. Il y a d'autres soucis dans ce village, mais je vais pas plus rentrer dans les détails de ce site en lui-même, je vous laisserai regarder si vous-même vous êtes curieux. Je vais plutôt me concentrer sur la flèche de Quetzal. Donc ce soi-disant château est juste pour moi un donjon et même un porte-monstre trésor si j'ai envie de dire. L'ouverture du site elle est très chouette. On entre dans une tour, une immense tour,
même qui se perd dans les nuages, dans laquelle on va trouver deux créatures, des gardiens qui sont censés empêcher les aventuriers, donc les PJ, de rentrer. Ces deux monstres sont les seuls trucs cool de cette aventure, mais ils sont vraiment cool. C'est des espèces de gros oiseaux raptors très puissants et qui te tabassent la gueule, mais tout en gardant un flegme et une politesse à toute épreuve. Elles vont par exemple, pendant le combat, entre elles, discuter, se rappeler des précédents aventuriers qu'elles ont déjà rencontrés, et se remémorer calmement les échanges qu'elles avaient eus avec eux, tout en continuant de fracasser les PJ. Et vraiment, c'est une scène qui est très très chouette à jouer. Bon, la confrontation passée, on se retrouve, les PJ en tout cas, se retrouvent à grimper dans la tour, s'ils s'intéressent au site. Et ils grimpent, ils grimpent, ils grimpent, c'est très haut comme tour. Et au sommet, ils sortent sur un village en cendres. Donc première chose, ce village en plein ciel, hein, si on suit la géographie, la géométrie du lieu, implique donc un plan d'existence simplement accessible en grimpant dans une tour. C'est le genre de chose qui, par exemple, n'a jamais été exploité ou détaillé dans Forbidden Lands. On a un plan démoniaque qui est suggéré, oui, mais rien de plus. Et du coup, dans ce village, en plus des maisons en ruine et des créatures qui s'y baladent, on va retrouver deux sites d'intérêt. D'un côté, on va avoir un labyrinthe en verre, où le temps peut se figer et dans lequel on va avoir des gros félins, je crois que c'est des tigres, en verre également, qui sont là pour protéger une jeune fille qui est dans le labyrinthe. De l'autre côté du village en centre, du coup, on va avoir un jardin empoisonné, avec des abeilles, des insectes, ce genre de choses, et dans laquelle, cette fois, se trouve une vieille femme qui mange les fruits empoisonnés qui se trouvent dans son jardin. Ces deux lieux ont des portes qui vont donner accès sur un navire flottant en plein nuage orageux, dont l'équipage est en terre cuite. Et suivant ce qu'on fait, l'équipage va pouvoir se réveiller. Et à ce bateau, au bout d'une chaîne, est suspendue une autre porte, que par divers moyens on peut faire remonter et accéder. Et en passant cette porte, on se retrouve dans un dôme en verre, qui est au milieu d'un autre orage électrique, dans lequel se trouve une sorcière assise sur un trône, qui fait office de boss final du donjon. Qu'est-ce que ça peut bien foutre dans Forbidden Lands? Dans Forbidden Lands, on joue pas des héros surpuissants ou des grands aventuriers. On y joue des explorateurs qui veulent redécouvrir le Corvan après la disparition de la brume de sang, et pourquoi pas piller les ruines pour mettre la main sur un pactole. Et c'est lors de cette exploration qu'ils vont se rendre compte que la région est gangrénée par un ordre religieux qui a à sa tête un sorcier maléfique qui est en affaire avec les démons. On est quand même vraiment très loin de tout le trip high fantasy qu'on peut retrouver par exemple du coup dans la flèche de Quetzal. Et pour moi c'est tout le problème de ces suppléments. Leur ton ne correspond pas à celui de l'univers proposé par le jeu de base, ni même par la campagne du coup. Ça irait sûrement pour énormément de jeux de Medfan, mais pas pour Forbidden Lands. Et du coup je vois pas à qui ça s'adresse réellement. Je dis pas qu'on peut pas jouer autre chose que des ruines et de la désolation avec ce jeu, mais je pense qu'il y avait quand même des choses bien plus cohérentes à proposer. Mais du coup, malgré tout ça, je vais quand même lancer une nouvelle campagne de Forbidden Lands, ma troisième. Disons que la première m'avait lassé parce que je ne m'étais servi que de ce que la gamme avait à proposer. Du coup, je ne m'étais absolument pas préparé suffisamment. Et donc ça a traîné en longueur et il est arrivé quelques tensions à table qui ont fait que j'ai préféré stopper la campagne. La seconde fois, c'était un problème perso entre moi et une personne à table. Puis c'était à mon ancienne association, du coup, on a décidé de tous d'arrêter. Mais là, ça va être chez moi et maintenant, j'ai les outils. D'abord, concernant le jeu lui-même, je suis actuellement en train de me plonger dans un énorme supplément fan-made qui est sorti sur Drive-Thru, qui est Power Reforged, je vous mettrai les liens, qui propose énormément de modules à intégrer ou pas pour modifier les règles de Forbidden Lands. Et je trouve que certains de ces modules sont incroyablement bien pensés. Bon, par contre c'est en anglais, du coup je suis actuellement en train de tout traduire avec ChatGPT, c'est l'enfer. Ensuite j'en ai déjà parlé il me semble, mais je vais me servir de plusieurs bouquins qui proposent pas mal de tables aléatoires très bien faites pour faire notamment de l'ex-scroll. Nous avons donc En Terre Sauvage et Impitoyable Bourgade d'Akritarch, et aussi les tables aléatoires de Makato Monster. Dans le même genre, j'ai pris les PDF toujours sur Drive-Thru de Sandbox Generator,
Je les ai juste parcourus, mais je les ai pas lus attentivement, donc je sais pas trop si ça vaut le coup. Si je vois que ça peut être intéressant d'en parler, je referai une vidéo dessus. Et enfin ça, Bourg et Cité mémorables. Ce bouquin permet de créer des communautés de toute taille. Alors normalement c'est bien plus épais, ça fait, que je vous dise pas de bêtises, voilà, plus de 400 pages. Mais vu que j'avais acheté le PDF, j'ai imprimé en fait chaque type de création à part, pour que ce soit un peu plus simple à parcourir. Donc là par exemple j'ai pour les villages, les comptoirs commerciaux, les villes, ce genre de choses. Il reste après, bon, bah, je vais finir, les cités, les capitales et les places fortes. Du coup ça va me permettre de peupler le Corvan, de remplir le Corvan en me laissant porter par l'aléatoire. C'est un exercice que j'aimerais bien faire pour essayer de voir ce que ça peut donner. C'est vrai que généralement j'ai tendance à être assez, comment dire, à contrôler un peu tout ce que je crée. Je vais essayer entre guillemets de me forcer pour cette campagne-là à laisser place à l'aléatoire. Et dans le même délire, j'avais aussi pris le PDF d'Auberge Remarquable. Celui-là permet de créer des lieux de vie et avec quelques exemples vraiment cool. Donc voilà, j'essaierai ça aussi. Donc voilà, je reviendrai peut-être vers vous au fil de la campagne. On a bientôt la séance 0 dans laquelle on va essayer de créer vraiment un groupe cohérent et pas juste avoir 3 aventuriers sans saveur ni couleur qui partent à l'exploration. Et si je pense que ça peut être pertinent à partager, je le ferai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sera utile. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire et à vous abonner si ce n'est pas fait. C'était Cyril. Tchuss!